Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale. Ça va être dur. Ça va pas beaucoup mieux en fait. Axel de Moi, je fais un papier sur la Fed, ça va tomber à plat. On vous Et raconte, Maroc, Thomas a pour la- arraché, voilà, faut expliquer. Thomas a arraché son micro pour nous faire une imitation de Johnny Hallyday pendant la pub. Et après la pub, il n'a pas réussi à remettre son micro en place. Voilà. Bon, allez, on y va sérieusement. Et on commence donc par vos quotidiens nationaux. À une époque où l'on passe trop vite d'une actualité à l'autre, la une de Direct Matin nous rafraîchit utilement la mémoire. Il y a 5 ans seulement, les printemps arabes débutaient. Le gratuit s'interroge, qu'en reste-t-il? La réponse, on a l'impression de la trouver dans La Croix, qui met en une des réfugiés et titre toujours sur les routes. L'hiver ne dissuade pas les candidats à l'exil. Autre tragédie consécutive à ces événements, la Syrie qui fait la une du Monde. Le quotidien apporte de nouvelles preuves des atrocités du régime Assad. Le Figaro nous propose une enquête passionnante sur le blues des avocats de djihadistes. On ne compte pas parmi eux, écrit le Figaro, de ténors du barreau. 9 fois sur 10, ce sont donc des commis d'office, hésitant parfois à soutenir une idéologie qu'ils abhorrent. Ces jeunes plaideurs s'interrogent sur la portée de leur mission. Je n'ai aucune sympathie pour leur cause et cela me pose problème, raconte l'un d'entre eux. Lucide, il reconnaît que ce qu'il obtient de la justice en faveur de ses clients consolide leur réseau terroriste. Des avocats critiqués parfois jusque dans leur propre famille, sans compter que cette étiquette est une bien mauvaise carte de visite. Quand on tape votre nom sur Google et que vous apparaissez comme l'avocat des terroristes, cela fait fuir les entreprises avec lesquelles vous auriez voulu travailler. Sinon, ceux qui ne sont pas lassés de politique liront aujourd'hui en France comment Hollande veut couler Sarkozy. Ceux qui cherchent une bonne nouvelle se tourneront vers les Échos. Le bâtiment en passe de sortir de l'une de ses plus graves crises. Marion Calais, 3 unes régionales qui ont attiré votre attention ce matin. Ces restrictions draconiennes à Strasbourg pour les fêtes de fin d'année, selon les dernières nouvelles d'Alsace, les feux d'artifice seront très réglementés, interdiction totale même sur les lieux de rassemblement comme la place Kléber. Le Nord-Pas-de-Calais sabordé, c'est à la une de Nord Littoral. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est le dernier navire d'Eurotunnel, mais après une décision de la justice britannique, eh bien, il a été décidé de le vendre alors que 130 emplois devaient être créés. Et puis une première mondiale dans le Courrier de l'Ouest, c'est à la gare de Saumur, un petit robot blanc qui accueille les voyageurs pendant 3 mois. Pepper, c'est son nom, va orienter les passagers à travers la gare. L'histoire du jour, Marion, alors c'est le monde à l'envers, c'est dans la République des Pyrénées. Oui, ou quand le voleur est indemnisé par sa victime. Décision de justice rendue hier en Béarn. Un agriculteur condamné a versé 2400 € à un jeune couple qu'il avait surpris en juillet dernier en train de voler un panneau solaire et sa batterie dans un de ses champs. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien, le tribunal de Pau considère qu'il a réagi de façon disproportionnée face au vol. En effet, lorsqu'il les a surpris, l'agriculteur a foncé avec son tractopelle sur le fourgon dans lequel vivait le couple. Il avait poussé le véhicule dans un ruisseau, le réduisant à l'état d'épave. Mais ils étaient dedans ou pas? Non. Ils n'étaient pas dedans. Ils n'étaient pas dedans. Aujourd'hui, l'exploitant est condamné à verser 1500 € pour le préjudice matériel, 500 € pour le préjudice moral et 400 € pour la perte de chance à caractère professionnel. Le couple de voleurs réclamait 13 000 €. Cela dit, eux devront débourser près de 450 € pour le vol. Mais oui, parce qu'en France, il y a une justice et c'est pas œil pour œil, dent pour dent qu'on appelle la loi du Talion. Bravo, c'est Jean-Philippe Ballas qui est vraiment brillant. D'ailleurs, il gagne le droit de poursuivre, Jean-Philippe, la presse internationale. Ce matin, les Français qui partent s'installer en Israël. Alors, ils sont nombreux cette année. Oui, c'est le quotidien Haaretz qui nous donne les chiffres en cette fin d'année. Et l'on apprend que 8000 Français ont fait leur alia. Alors, faire son alia, c'est la montée vers Israël, c'est en hébreu. Et c'est donc un chiffre en hausse, 1 millier de plus que l'an passé. Pour vous donner une idée, les Français n'étaient qu'un peu plus de 3000 en 2013 à avoir posé leur bagage en Israël. C'est vous dire donc si la courbe va nettement vers le haut. Alors, pourquoi cette décision de partir? Bien, quand on les interroge, nous dit Haaretz, les migrants avancent 2 raisons. La crise économique et un relent d'antisémitisme en France, disent-ils. D'ailleurs, il faut savoir que les autorités israéliennes attendaient beaucoup plus de Français cette année. On avait parlé à un moment de 15 000 candidats au départ, notamment après les attentats de janvier et l'attaque contre l'hypercacher. Le Premier ministre israélien avait lancé un appel en Voilà, ce sens. Benjamin Netanyahou l'avait dit à plusieurs reprises, les Français étaient les bienvenus en Israël. Alors finalement, ils sont moins nombreux que prévu. La France reste quand même la première source d'immigration en Israël pour la 2e année consécutive, devant l'Ukraine. C'est ce que révèle Haaretz.
L'histoire ne dit pas bien sûr si tous ces candidats à une nouvelle vie resteront là-bas ad vitam aeternam. Voilà donc pour le quotidien Haaretz, c'est la presse israélienne ce matin. Alors là, attention, c'est le sujet glamour de la matinée. Axel de Tarlet, historique, la Fed relève ses taux directeurs. Ça dit, c'est la une des Échos, du Figaro, de toute la presse économique du monde entier, un Financial Times, Wall Street Journal, il y en a partout. C'est que ça doit être important. Mais pourquoi c'est intéressant, Eh Axel? bien écoutez Thomas, quand on relève les taux du livret A d'un quart de point en plein mois d'août, on en parle partout et vous êtes le premier à en parler. Eh bien là, c'est un peu la même chose. C'est comme si on avait relevé les taux du livret A, mais du monde entier. C'est-à-dire, c'est les États-Unis qui ont relevé leurs taux directeurs. C'est-à-dire que quand vous placez de l'argent aux États-Unis, avant, il ne rapportait rien cet argent. L'argent était à 0%. Et bien maintenant, depuis hier soir, il est à 0,25. Et quelles conséquences? Alors qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, quand vous relevez les taux du livret A, les gens mettent de l'argent sur le livret A, bah là, le monde entier va mettre son argent aux États-Unis. Donc, les capitaux du monde entier vont tous aux États-Unis. Première conséquence, cette nuit, le dollar monte. Il est passé donc l'euro baisse. L'euro est passé de 1,10$ à 1,08$. Deuxième conséquence, l'argent qui était placé au Brésil ou en Russie, etc., quitte ces pays-là et va vers les États-Unis, puisque maintenant aux États-Unis, on est mieux rémunéré, on est mieux accueilli avec des taux plus élevés. Donc vous avez un risque de crise financière au Brésil. Troisième conséquence, c'est quand vous relevez le taux du livret A en France, derrière, il y a les taux du livret du LDD qui remontent, il y a les taux du livret jeune, il y a les taux de votre banque. Donc le monde entier va devoir se mettre au diapason de ce qui se passe aux États-Unis. Ça veut donc dire pour nous, Européens, que c'est la fin des taux très bas. Donc les taux vont finir, alors c'est pas immédiat tout ça, mais si vous voulez, on entre dans une nouvelle ère où les taux vont remonter, y compris en Europe, avec des conséquences y compris les taux de l'immobilier. Et ben voilà, donc ça peut provoquer une chute de l'immobilier. Mais à la base, pourquoi il fallait... c'est intéressant quand même. Et ça m'intéresse tellement. Moi, j'ai une question, Axel. Pourquoi il fallait relever ces taux-là? Pourquoi il ne restait pas à zéro? Parce que l'économie américaine est en train de repartir. Ils sont à 2,5 de croissance. Aux États-Unis, il n'y a plus de chômage. Et donc, c'est comme un cheval qui repart. Il faut resserrer un peu les rênes. Il faut reprendre le contrôle. Et donc, on reprend le contrôle en relevant un peu les taux. Comme ça, on dompte l'économie américaine. Ils sont à combien de croissance, vous dites? 2,4% l'année prochaine et 5% de chômage. On sera à 1,1%. Max. Ça vous crispe, hein? Vous pouvez nous le refaire? Tu portes assez mal la petite croissance en France, Axel de Tarlet. Ce soir, sur TF1, à 20h55, une nouveauté. Ça s'appelle Contact, et Baroque. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est que la psychométrie? Non. Oui, c'est le maître de la psychologie. Non, pas ça. C'est-à-dire, Thomas, si je touche votre stabilo que vous adorez tant, là, que vous avez tous les matins, je vais tout savoir de vous. Alors, dit comme ça, oui, c'est un peu abscon, mais le héros de la nouvelle série de TF1, qui s'appelle Thomas aussi, et qui est incarné par Thomas Joannet, possède ce don surnaturel. Je m'appelle Thomas Adam. Je possède un don que peu de gens connaissent. Quand je touche un objet, j'ai le pouvoir de lire les souvenirs que les personnes y ont laissés, et parfois leurs secrets. Non mais vous pouvez lâcher votre stabilo, je vais pas le prendre, il n'y a pas de souci. Non, ils vont chercher loin là. Mais oui, mais alors je vous vois dubitatif. Bah oui. Alors le Thomas en question, le héros, lui précise comment fonctionne ce super pouvoir. Quand vous touchez un objet, vous laissez des empreintes, de l'ADN, des cellules épithéliales. Oui, merci. Oui. Mais vous y laissez aussi une empreinte psychique, des souvenirs. Et moi, ces souvenirs, si je veux, je peux les voir quand je touche un objet. Ah oui. Vous voyez? Vous avez compris? Quand il touche un micro, Thomas Soto, ça fait pareil. Ça fait pareil. Alors autant vous dire que c'est pratique, surtout quand on a un frère qui est policier et qui a besoin d'aide pour résoudre des enquêtes, à commencer par le meurtre de leurs parents. Donc c'est un pouvoir surnaturel vraiment très utile. Ça laisse parfois un peu pantois. Je me suis surprise à sourire en me disant non mais ça va pas. Et puis quoi encore, c'est pas possible, ça n'existe pas. Il paraît que le FBI a utilisé des médiums comme ça qui ont ce pouvoir-là. Alors pas aussi développé parce que là on est dans la fiction, mais ça fonctionne, sauf les dialogues. Je suis restée devant l'écran. C'est toujours pareil avec la fiction française, ça me rend dingue. Je suis quand même restée devant l'écran en espérant. Il y a Axel de Tarlet qui s'énerve à cause de la croissance, il y a Baroque qui s'énerve à cause des dialogues. Mais toujours, ça c'est vrai que c'est récurrent chez moi. Je suis restée devant l'écran quand même en espérant connaître le meurtrier. Et ben que nenni, parce que pour l'instant il y a que 2 épisodes qui ont été tournés. Pour la suite, il va falloir attendre les audiences de ce soir. Vous pensez que ça va marcher ou pas? Moi, je pense que ça va marcher. Oui. Et alors, si vous avez accroché, vous risquez d'être très très énervé autant que moi, parce qu'à la fin du 2e épisode, on ne sait pas comment ça finit. Ça veut dire quoi, épithélial? Alors, c'est lié en fait à. C'est comme l'ADN en fait. C'est vraiment des preuves physiques, matérielles. Permettez que je demande à Maître Capello. Julie a son dico. Épithélial, relatif à un épithélium. Alors c'est ça. Épithélium. Non, ça concerne la couche superficielle de la peau, effectivement, un tissu mince formé d'une ou plusieurs cellules. Motus. Allez, rideau sur le kiosque.